Mathieu, peut-être nous dire le point de départ. C'est un livre. Oui, Je reviens de loin de qui a Claudine été Galéa. réédité du coup. Voilà, et que vous trouverez d'ailleurs à la librairie. Claudine aurait beaucoup aimé venir parce que le court-métrage de Clara que vous avez vu avant, c'est finalement le lien qu'il y a. C'est pas le film, c'est l'écriture de Claudine. Cette chose qu'il y a dans le film de Clara sur les amours sourdes, ce qu'il y a en dessous des mots, ce qui ne se dit pas, ce qui explose à l'intérieur, ça c'est l'écriture de Claudine. Le lien, c'est l'écriture de Claudine. Et ce qu'elle a inventé, qui est si simple, et qui fait que vous pleurez quand vous lisez ça, et pas tout de suite, vous vous rendez pas compte, c'est des hématomes intérieurs, quoi. C'est cette chose si simple qu'elle a inventée. Donc, finalement, c'est quoi l'histoire? C'est une femme qui se dit, j'ai qu'à me dire que c'est moi qui suis partie. Comme ça, eux, ils sont restés. Voilà. C'est pas plus compliqué que ça. Et d'être juste dans la force. Moi, j'étais amoureux du geste d'imagination de cette femme, quoi. Elle le fait si bien qu'avec l'équipe, avec le chef opérateur, Christophe Bocarne, avec l'ingénieur du son, Olivier Mauvaisin, enfin, il y a eu immédiatement cette chose de se dire, il n'y aura pas de couture entre ce qui serait projeté et ce qui serait réel. Et on entend ça dans l'ouverture du court-métrage de Clara. Les premières phrases qu'il y a sur le plan de cette jeune fille à vélo. C'est ça qu'elle dit. Et ça, c'est le lien, c'est Claudine. C'est l'écriture de Claudine. Voilà. Et à partir de là, j'ai senti qu'il y avait une possibilité que le cinéma puisse vraiment s'amuser avec ça. Parce que vous faites exactement la même chose, quoi. On a un écran, vous savez très bien qu'il n'y a rien derrière, et pourtant, vous y avez cru. Et donc, c'est vrai. Et comment on fait avec les absents, avec le manque? J'ai beaucoup trouvé dans le livre de Claudine quelque chose où une rupture amoureuse est si proche du deuil. Je crois que les ruptures amoureuses sont beaucoup plus douloureuses que le deuil. Mais voilà, enfin, cette chose-là. Et à partir de là, à partir du moment où quelqu'un comme Vicky Krieps est là, vous imaginez, c'est tout ce qu'elle, voilà, c'est elle qui prend le relais et puis qui. Alors il y a un micro. Est-ce que vous voulez réagir? Bon, Le micro est là. Mathieu. Oui. bonjour et Bonjour. merci pour ce beau film. C'est très émouvant, on a envie de pleurer exactement. Mais moi, j'ai une question par rapport au film d'hier soir aussi, parce qu'on revoit La Rochelle, on Oui. revoit la station-service, Oui. on revoit ces tranches de vie. Donc, quel est tout ce lien avec ces des lieux que vous aimez bien? C'est le hasard. On revoit, on est de nouveau dans les mêmes lieux. C'est vrai. Et puis dans le mouvement de la voiture, le départ, comme hier, la belle voiture, les belles choses. Et puis ces conflits, ces tranches de vie qui se croisent, ces rêves et puis ces émotions. Donc voilà, est-ce que ça c'est dans tous vos films qu'on retrouve ces lieux, ces passages? La station-service, c'est bon, c'est le passage, on y va. On ne sait pas pourquoi on y va. Est-ce qu'on s'y arrête? Est-ce qu'on part? Hier, on a vu la même chose avec cet homme-là qui dit bon, je reste là avec vous ou je continue. Et là, je retrouve pas les mêmes choses en fait, les mêmes émotions, les mêmes passages. Donc ma question, c'était par rapport à ça. Ben là, il faut remercier Sébastien. C'est-à-dire, c'est rétrospective. C'est-à-dire, évidemment, tu fais des films, tu essaies de faire pas pareil que la dernière fois. Et puis, en même temps, c'est assez rassurant de voir qu'on peut avoir des obsessions. Donc, mais après, très concrètement,
si à La Rochelle, c'est juste des histoires de financement. Les Charentes-Maritimes nous ont filé du fric. La production te dit il faut que tu tournes au moins 8 jours en Charente. Je dis mais j'ai rien à faire dans les Charentes, qu'est-ce que tu veux que je trouve 8 jours à tourner. Nous on est à Saint-Gaudens quoi. Qu'est-ce qu'on va tourner 8 jours à La Rochelle? Ben faut trouver. Donc on triche. Le conservatoire de musique qui est censé être à Saint-Gaudens, et ben en fait c'est celui de La Rochelle. Après on arrive à La Rochelle, on cherche des trucs avec Dylan, le premier assistant, parce qu'on cherche où pourrait travailler Marc, quel boulot il pourrait faire. Nous on aimait l'usine de recyclage de papier à Saint-Gaudens, qui est un peu leur Notre-Dame, quoi, qui pue beaucoup. Mais si vous connaissez Saint-Gaudens, il y a cette espèce d'usine et ils vivent avec le vent, avec l'odeur qui a vraiment d'œufs pourris. Du recyclage de papier. Pour moi, il travaillait là-dedans, quoi. Et à La Rochelle, il y avait Alstom, il y avait les trains. On se dit, ah, on peut inventer un truc sur les trains. Donc, vous voyez, c'est à cause du financement que vous retrouvez à La Rochelle, que vous avez l'idée du train, parce qu'il faut trouver 8 jours. C'est ça qui est très amusant dans le cinéma, à vrai dire. Parce que c'est comme ça que ça vient. Et alors, la station-service, ça, c'est une scène inventée 2 jours avant. On a tourné en 3 fois pour les saisons. Il fallait malheureusement, pour Vicky, pour le personnage de Clarisse, il fallait malheureusement le dégel, quoi. Mais il fallait aussi la neige. Et le dernier jour, la dernière partie, on finit par la neige. Vicky, elle a, je crois, le 2e ou 3e jour de tournage. Elle a commencé par la scène où elle trouve les corps. On a commencé par le printemps. Au moins après, on s'est dit c'est pas mal, ça c'est fait quoi. Donc je trouvais qu'il fallait quelque chose en plus. Et oui, j'appelle Aurélia Petit, qui est la même actrice, évidemment. À partir du moment station-service, oh ben Aurélia. Et puis après, même l'équipe m'en a empêché parce que je voulais faire des private jokes où je me suis dit. Ah, ben en fait, elle vit avec Joachim. Joachim est revenu. Et je voulais jouer, je voulais être son mec dans la station-service. Je dis, mais si, mais comme ça, Joachim, Et là, évidemment, comme c'est toujours la même équipe, ils sont moqueurs, et ils me regardent. C'est nul, ton truc. Bon, d'accord, tant pis. Mais je trouvais ça marrant que du coup, on se dise, oh, ben chouette, Joachim. Mais... oui, là, non, mais ceci dit, sur la route, oui, il y a quelque chose. Et puis après, il y a un autre film qui n'est pas là, mais qui s'appelle Le Stade de Wimbledon. C'est pratiquement la même chose. Jeanne Balibar qui part comme ça, chercher quelque chose. Elle, c'est plutôt dans des trains. Là, c'est la voiture. Il fallait une belle voiture. Comment faire pour avoir une belle voiture? Tourner dans une Mégane, enfin, tu vois, tu te dis, mais qu'est-ce que... Comment faire? Et tadadam, tu te dis, mais voilà, c'était la voiture de Marc. C'était sa voiture à lui. Et après, tu comprends, ou si tu reconstruis les morceaux. Normalement, c'est tout le boulot que vous allez faire après quand vous vous promenez, mais là, je vais vous le mâcher. Mais en gros, tu te dis, mais en fait, c'est la voiture avec laquelle il a amené les enfants à la neige. C'est leur dernier voyage. C'était dans cette voiture. Donc, c'est pour ça qu'elle prend cette voiture aussi. Et puis après, je trouvais que c'était une voiture, on s'amusait beaucoup avec les cassettes, les machins, comme si c'était un spaceship, quoi. Elle pouvait communiquer. C'est pour ça qu'elle met l'antenne, elle met des... Enfin, pour nous, j'aurais même dû rajouter des sons encore plus bizarres de communication, quoi, qu'on fait tous avec les absents. Heureusement, il faut faire ça. Oui, on a l'impression d'avoir un lien avec la musique très fort. Je trouve que c'est très, très prégnant. Est-ce que c'est une passion que vous avez ou est-ce que c'est quelque chose que vous avez spécifiquement pour ce film? C'est dans le livre. Le personnage du piano est dans le livre. Et c'est un des traumatismes de Claudine. Elle me l'a dit après, comme beaucoup d'enfants qui ont été martyrisés par leurs parents, qui n'ont pas réussi à être des grands musiciens et qui plaquent sur leurs gosses ce truc du piano, quoi.
et qui te dégoûte à vie de la musique. Bon, il y a ça, même dans le texte de Claudine, il y avait aussi le rôle de la grand-mère, mais bon, on avait enlevé. Mais à partir de là, ayant moi-même fait du piano, mais avec beaucoup d'amour, mes parents étaient journalistes, on vivait à Moscou, vous voyez. Donc quand tu es enfant, tu es en Russie, c'est un air que tu respires, tu joues aux échecs et tu fais du piano et tu fais du patinage artistique, c'est pas très compliqué. Mais j'ai eu un accident au bras à 15 ans et j'ai dû arrêter la musique. Et donc j'ai pu projeter une vie que j'ai jamais eue. Si j'avais continué à faire du piano, j'aurais pu jouer Ligeti, quoi. Et je fais exactement comme le personnage de Clarisse, qui imagine si sa fille avait continué, alors que la seule musique réelle qui existe en réalité, c'est une espèce de lettre à Élise, même pas encore bien jouée, quoi. C'est la partition qu'elle prend à la fin. La musique n'a jamais été plus loin que ça dans la réalité. Et ça c'est vrai que ça m'a permis de fantasmer là-dessus. Et vivant avec une musicienne, Barbara Hannigan, etc., qui est venue d'ailleurs le jour, hasard fou, où Juliette Benveniste, la pianiste, devait jouer Ligeti, qu'on croit au début être une espèce de combat avec le piano. On ne peut pas imaginer que c'est écrit au départ. Mais c'est une partition totalement écrite. C'est Ricercata Uno de Ligeti qui est très sauvage, une musique très sauvage comme ça. Voilà. Et la musique de Rameau? Alors je cherchais quelque chose. Alors dans les choix de musique, Rameau m'a beaucoup aidé, mais le Rameau joué par Marcel Meyer, cette femme immense pianiste qui a une des premières joué Rameau au piano et non pas au clavecin. C'est des musiques, c'est des enregistrements de 46 qu'on entend là. Sur le générique de fin et le générique début. Sinon, toutes les musiques sont réellement jouées en live pendant le tournage par Anne-Sophie et Juliette, la petite et la grande, qui sont avant tout Franzo Curcio, l'homme qui faisait le casting. On est parti à la rencontre de musiciennes, pas d'actrices. Il fallait des pianistes. Ça me paraissait tellement beau. C'était beau d'avoir la musique en direct sur le plateau. C'était fou, quoi. Et Rameau, c'est la mécanique. C'est la mécanique par Marcel Meyer avec cette espèce d'énergie. Et oui, c'est comme ça. Et c'est des variations. La gavotte, c'est 6 variations. Et ça s'appelle, en fait, le mot variation, avant, c'était les gavottes et c'est double. Et j'aimais bien le mot double par rapport à ce qu'elle fait, d'inventer avec des leurres, de prendre une jeune fille dans l'école de musique et se dire oh ben, je vais faire une greffe, tiens, je vais l'emmener dans la maison. Et puis on va voir si ça prend. Et ça prend trop bien, ça prend trop bien. Et un mot sur le Gigi Kell? Gigi Kell, c'est Vicky. C'est Vicky. Ça s'est passé pendant la scène des crêpes le matin, où en fait Vicky était dans une pièce en haut. Elle avait un micro, elle avait une image, et Harry Worthalter était le seul à lui avoir une oreillette. Et donc Vicky et Harry pouvaient vraiment se parler. Les enfants n'entendaient rien, eux. Et quand elle l'envahit de sa voix, et que lui, il n'en peut plus, parce que ça y est, quoi, ils sont passés à autre chose, je ne sais pas. Encore une fois, tout ça, c'est l'imagination de cette femme. Hein. Ça n'existe pas. Elle est tellement loin dans son imagination qu'elle est jusqu'à... Ils sont tellement heureux qu'en fait, putain, oh, ils m'ont oublié, là. Ils m'ont oublié. Non, oh, je suis là, chérie. Et donc, il faut qu'elle le reséduise et tout. Et
et pendant cette... donc c'est en direct, la voix. Ils se parlent en vrai. Elle était là-haut. Et Vicky pleurait parce qu'elle voyait l'image de ces fantômes. Elle les voyait là, sur son écran, toute seule dans une cabine qu'on avait construite là-haut. Et elle s'est mise à chanter une chanson, à lui dire de chanter une chanson. Et après, au montage, je lui dis hey, c'est quoi je comprends pas très bien ce que tu dis, c'est quoi les paroles? Et c'est là qu'elle me dit mais non, mais c'est Gigi Cale. Je dis ah merde, les droits et tout. Non. Moi, je croyais que c'était un truc qu'elle avait inventé. Et puis bon, du coup, comme on a tourné en 3 fois, et on a tiré ce fil. Et du coup, Cherry est devenue quelque chose qu'elle chante plusieurs fois. Enfin voilà. Ah, là-haut, madame. Bonjour et merci beaucoup. Moi, j'ai vraiment beaucoup aimé ce film. Par rapport à l'écriture, en fait, j'ai l'impression que vous écrivez, vous réécrivez les scènes sur le moment, peut-être, ou le fait qu'effectivement vous avez filmé en 3 fois. Est-ce qu'il y a des choses que vous avez vraiment retravaillées et par rapport à cette histoire de production, d'argent qui vient des régions, à quel moment vous vous dites bon, là, il faut changer certaines choses voilà. C'est un peu un cauchemar pour l'équipe, c'est sûr. Mais bon, comme j'ai fait un peu tous les métiers dans le cinéma, bien avant cette vie d'acteur qui m'est tombée dessus, j'avais déjà 30 ans, hein, mais j'ai commencé à 17 ans. Et donc j'arrive à peu près à savoir le temps qu'il faut à la régie pour sauver un coup, quoi. Donc je vois à peu près combien de jours. Je ne vais pas leur dire la veille que... en fait, s'il y avait une cabane dans l'arbre, hein. Non, tu vas pas le dire la veille, tu vas le dire peut-être 5 jours avant, quoi. Et hop, on fait une cabane ça c'est bon. Mais oui, c'est pour essayer de c'est pas parce que c'est écrit que c'est la Bible, quoi, et qu'à un moment il faut revérifier une espèce de fraîcheur. Le cinéma est quand même un art assez lourd. Et si on peut arriver à ce que ça reste un geste, c'est pas mal de le remettre en danger le matin du tournage, oui. Et puis c'est juste revérifier c'est quoi la scène, c'est quoi en fait la scène, c'est quoi qui est important. Et comme vous dites, les 3 montages, évidemment, font qu'on devient spectateur d'un film et non plus celui qui le fait, ce qui est extrêmement agréable. Et du coup, on a des envies de spectateurs, on a envie d'aller plutôt vers là, on a envie de s'approcher de ça. On veut s'approcher d'elle, on veut plus être dans ses imaginations. Et puis surtout avec Vicky, ce qui s'est vous imaginez ce qu'elle devait porter, Vicky, toutes ces larmes qu'elle devait avoir en elle, sans pouvoir les faire exploser, puisque on croit que c'est pas vrai. Enfin, on croit que c'est juste une femme qui a quitté son mari et ses enfants, et qu'au début du film, donc on juge en plus un peu. On se dit, mais c'est pas bien de faire ça. Enfin, elle a de la chance, elle, d'avoir le courage de le faire. Ah ben voilà, je vais rentrer à la maison, je vais... Voilà. Bon, enfin, plein de trucs en fonction de là où on en est dans sa propre vie. Et d'ailleurs, il y a des spectateurs qui continuent, ça c'était génial, de dire non, c'est vraiment l'histoire d'une femme qui est partie. Elle a inventé qu'ils sont morts comme ça, c'est plus facile pour elle de partir. Je dis, bon, ben, très bien, mais ça raconte quelque chose sur là où vous en êtes, vous, dans votre vie. Parce que, mais ça, les 3 montages permettaient en effet surtout d'alléger. Heureusement, on avait commencé par la mort. Et du coup, la 3e fois qu'on s'est retrouvés, là, vraiment, Vicky, c'est elle qui je lui dis, comment ça va? Quand on se retrouve à Saint-Gaudens, elle me dit, ça va, mais des fois, les enfants, j'ai envie de les jeter par la fenêtre.
Et voilà, donc c'est des choses qui viennent comme ça. Et à un moment, l'équipe me disait, il n'y a pas assez de cul, il n'y a pas assez de cul. Non mais attendez, c'est bon là, on se calme. Bon, ben, je les écoute, et puis on était à 2 doigts de faire une scène où le pauvre assistant d'écho, Jean-Philippe, qui venait d'avoir un bébé en plus, hein, et ben, je dis à Vicky, avec qui t'aimerais... Parce qu'on n'avait pas le temps de faire venir des acteurs, quoi. Donc, et puis on cherchait un poilu pour que ça ressemble à Harrier. Et elle me fait, ben, lui là-bas. Ok. Et donc le pauvre flûtiste à la fin avec Martha, et il a échappé belle parce que elle devait le sauter, elle lui faire l'amour par terre sur la moquette dans la nuit de l'hôtel, quoi. C'était ça la scène. Et on s'est senti avec Vicky que c'était pas ça. Et mais grâce à l'équipe, il y a eu cette chose du corps. Et c'est tellement beau. Et tout est descendu. Après, il y avait ces histoires de tatouages. On a essayé avec le bic. Elle lui dessinait les mêmes tatouages. Et c'était vraiment pas bien. Et puis c'est descendu juste à ce geste qu'ils ont trouvé. Et c'est tellement beau, juste ce geste. Et Jean-Philippe qui sait pas ce qui va lui arriver. C'est tellement beau. Voilà. Et ça, c'est le dernier plan qu'on a tourné, à vrai dire, de tout le tournage. Ouais. Mais là, ce que tu viens de raconter sur cette scène, elle est un peu... oui, elle est un petit peu toute la sensibilité du film, peut-être, pour pas dire de beaucoup de tes films, mais qu'on retrouve dans l'écriture de Claudine Galéa, je pense. L'histoire est tragique, l'histoire est commensurablement atroce, difficile, et il y a une délicatesse et une douceur dans le film d'un bout à l'autre, même quand on comprend pas tout, mais que effectivement, et je trouve que là, ce que tu viens de nous raconter, ça aurait pu passer par un autre endroit, et c'est passé par ce geste qui est d'une infinie douceur dans cette tragédie absolue, quoi. Oui, c'est ça. Après, très techniquement, il fallait faire passer Martha Argerich. Martha Argerich est nommée dans le livre. Et il y avait ce magnifique film de la fille, d'une des filles de Martha Argerich, que je vous conseille, Bloody Daughter, de Stéphanie Argerich. Et comment faire, quoi ? Comment trouver une situation où on peut montrer ces images ? Alors voilà, tu te dis, ça va passer l'air de rien, elle est là. Elle aime être dans cet hôtel, ce café qui était devenu pour nous, chez Sylvie Santi, l'hôtel de l'Esplanade, un endroit de travail, quoi. C'est devenu un lieu, une maison. Et on était bien, donc on s'en dit, elle est bien là. Et on se dit, ça peut passer à la télé. Et puis il peut y avoir un mec qui a joué, voilà, ils ont fait un concert la veille au soir, et puis des gens ont tourné. Bon, voilà, tu vois, tu trouves un truc, et puis... Oui. L'équipe qui sent que peut-être il faudrait quelque chose un peu sur le corps. Voilà, c'est des choses qui se... Et puis c'est l'imagination du personnage. Cette délicatesse dont tu parles, je pense que c'est la force de cette femme, de ce personnage qui... du coup, je pense qu'à la fin, on peut se dire que ça va aller. Elle va vivre avec eux. Mais elle est sortie de la maison. Voilà, contrairement, il fallait qu'elle se casse de cette maison. Il fallait qu'elle la vende. Voilà. Pour moi, ça, c'était... Il ne fallait pas qu'elle devienne la gardienne du temple et le mausolée, le souvenir, le respect. Non, continuer et puis vivre avec les résonances. Et voilà. Et puis après, c'est des choses extrêmement intimes. Ce film, après, vous le faites... Vous savez, maintenant, je peux le dire, ça fait longtemps, mais ce qui déclenche le besoin de faire un film est que lorsqu'un texte vous percute
c'est que moi j'ai un frère qui s'est suicidé à l'âge de 20 ans et mon père n'a jamais réussi à s'en remettre. Et ma mère, elle a réussi à dialoguer avec lui. Et donc ce geste me faisait penser à la force de ma mère, en fait, qui a réussi à continuer à vivre avec lui. Et ça allait. Voilà. Donc j'ai, en fait, parce que ma mère est morte, là, il y a 3-4 mois. Et donc, voilà, j'ai pensé à ma mère, en fait. Vous voyez, c'est ça. C'est des choses. Il faut des choses comme ça pour faire un film. Mais ça, c'est des choses qui n'aident pas les acteurs. Vous n'en parlez pas aux acteurs, ça n'aide pas. Ça, on peut le dire maintenant, quoi. Madame Lao. Ouais. Quelque chose qui m'a paru caractériser le personnage de Clarisse. Vous êtes où parce que le son. Je suis là. C'est qu'elle est extrêmement seule face à ce deuil. Et pourtant, quand vous parlez beaucoup de travail collectif, et c'est quelque chose, moi, qui me touche beaucoup, le fait que vous nous décriviez que vous ne travaillez pas tout seul, vous n'êtes pas un génie, je trouve ça très bien. Enfin, vous l'êtes peut-être, mais j'aime beaucoup ce que vous décrivez sur le collectif de travail. C'est le bonheur du cinéma, ça. Et ça, vraiment. je trouve ça super. Et en même temps, ça m'a beaucoup interrogée, cette femme seule face à son deuil. Je me suis dit, est-ce que ça s'est imposé par le livre? Est-ce que c'est un choix délibéré? Ou est-ce que ça s'est imposé à vous, tout simplement? Il y avait l'histoire de la famille. Bien sûr. Enfin, la famille. Il y a Aurélia. Je pense que c'est Aurélia qui lui a dit arrête là, de rester dans ta maison là depuis 3 mois, d'être sous médoc. Va faire un tour. Qu'est-ce que j'aille faire un tour? Je sais pas, va voir la mer. Fou de la mer, quoi. Va te promener. Pars. Voilà, ça, je pense que ça, c'est les trucs que tu te dis. Voilà, c'est ça la scène. Je pense qu'elle lui a dit pars. Les parents. On avait imaginé, à cause de l'accent de Vicky, qu'évidemment, elle ne venait pas de là. Ils se sont rencontrés avec Marc, avec Arié, et qu'ils se sont créés leur nid ensemble près de la montagne où son mari, Marc, aime être. Donc, il l'a emmené dans cette région. Les parents sont donc loin, ses parents à elle. Et franchement, les parents, ça aide pas, quoi. Enfin, je voyais pas un truc si, ou alors ça aurait été des scènes de conflit. Je les ai écrites, enfin, tu vois, avec la mère. Non. Et du coup, oui, comme vous dites, elle est seule, donc je prends la route et je vais rencontrer des gens. Je vais être au café, puis je vais parler à cette femme derrière le bar. Ou je vais parler à un mec qui passe et qui lui dit « Elle est bien ta bagnole ?» Ouais, d'accord, et moi moi, je suis pas bien, moi. Bon, écoute, tant pis, peut-être une prochaine fois. Dommage. Bon, je sais pas, mais elle cherche le contact, toujours, pour être avec des gens. Donc c'est pour ça qu'elle, comme elle est traductrice, visiblement, elle trouve un boulot dans une office de tourisme. Et puis bon, ça craque avec l'allemand, mais elle cherche quand même à être dans la vie. Partir en voiture pour être dans la vie. Bon, mais pour aller contre cette solitude, mais les amis, oui, alors là vous avez raison, il y a des scènes coupées. Absolument, il y avait Mela Bossard et Samuel, celui qui joue son collègue au bureau, à Arié. Eux, ils se faisaient beaucoup de soucis, ils étaient là, ils les aidaient. Vous avez raison, il y avait ces scènes-là. Il y en avait une. Oui, oui. Et après, il y avait même une scène qui était vachement bien, où elle allait, Vicky, jusqu'à imaginer Marc faire l'amour avec la femme
avec avec la femme de son collègue de bureau, avec Mela, qu'on a tourné. Ça devenait vraiment compliqué. Déjà que c'est compliqué. Moi, je voulais rajouter encore plein de voix off avec Vicky par téléphone, parce qu'elle vit à Berlin. On va tout expliquer du film, j'en ai marre. Donc, il y avait plein de voix off qu'on avait rajoutées. Et c'est au mixage, au montage, qui m'ont dit peut-être pas besoin d'en mettre autant là. Je crois que voilà, ils étaient plus du côté du mystère, un peu que. Mais sinon, il y en a un quand on a rajouté, mais il y avait vraiment des choses genre poum. Mais en fait, tout est dit dès le début. Hein. C'est ça qui est étonnant, mais on ne veut pas l'entendre. On ne peut pas. Mais elle le dit. Elle dit, j'ai tout inventé. Au bout de 13 minutes. Puis après, quand tu revois le film, c'est très dur parce que comme on sait, on voit tout. On voit que même quand elle prend les corps, quand elle est censée être une femme qui s'en va et qu'elle elle borde son fils dans des draps blancs, en fait, on voit très bien qu'il est comme un cadavre. Alors, c'est vrai qu'on pourrait développer sur le travail du film, parce que l'écriture, je crois savoir, enfin, ça a été plein d'étapes pour l'écriture d'un scénario qu'on remet en question nombre de fois, et le tournage est compris. Moi, je suis quand même assez impressionné par cette alchimie entre l'image et le son, ce qui veut dire que tu n'as pas employé ce mot, mais bon, la mise en scène, c'est un découpage. C'est un découpage qui ne s'improvise pas. Alors, je sais que tu as travaillé avec tes collaborateurs, que ce soit à l'image, au son et au montage, des gens que tu connais très bien, vous vous connaissez très très bien. Mais je pense que dans ce film, on est aussi très sensible à son esthétique visuelle, sans compter effectivement ce qui se passe entre l'image et le son en permanence. Et donc ça s'improvise pas la veille. J'en doute. Oui, c'est vrai, ça s'improvise pas, mais c'était dans le texte. C'est-à-dire que même dans la graphie, la manière, on peut faire circuler, il y a sur 2 colonnes ou avec des italiques d'un côté, il y a les voix intérieures. Il y a des voix qui viennent l'envahir, ce personnage. Donc c'était dans le texte. Et des fois, le scénario pouvait être écrit comme ça, c'est vrai, avec des choses enchevêtrées. Par exemple, le plan où elle dégage la glace sur le pare-brise, et puis qu'on la voit dans un œilleton, et qu'on bascule dans une autre réalité, un autre temps. Bien sûr. C'est très beau, mais c'est vraiment une Alors, idée tu cherches des chocs visuels, ça c'est certain. Mais pourquoi la mousse du bain m'a évidemment fait penser à la neige, parce que j'étais dans la tête de cette femme. C'est quoi, en fait, cette femme, vous vous rendez compte, je pense quoi, disons qu'en décembre, fin décembre, elle reçoit un coup de fil d'une gendarmerie, chose qu'on a tournée d'ailleurs. Oh, il y avait toute une fête qu'on a tournée avec des jeunes, où en fait la petite, elle grandissait encore plus, et il y avait une sorte de flirt. La maison a été envahie par une fête d'ados, quoi. Ça allait plus loin, on a coupé tout ça. Mais il y avait le moment où elle recevait le coup de fil de la gendarmerie pour lui dire ils sont pas rentrés ce soir. Et donc, c'est une femme qui doit attendre le printemps, puisqu'on lui dit que les corps, on ne peut pas les retrouver là. Donc, il faut qu'elle meuble ce temps. Donc, voilà. À partir de là, j'étais dans ce qu'elle vivait. Donc, dès que je voyais quelque chose de blanc, je me dis forcément, elle pense à la neige. Quand elle met les ardoises de prix des poissons, pour moi, c'était des tombes.
voilà, j'étais dans sa... Et donc des images comme ça me venaient, et évidemment le son. Alors ce qu'on faisait dans la construction des plans, c'est qu'il y ait un peu comme la possibilité de bifurquer sur un geste ou un objet à plusieurs moments dans le plan. Voilà. Qu'à un moment, par exemple, les clés tombent sur le piano, je savais que ça pouvait être un déclencheur. Mais il y en avait d'autres après. Et au montage, on voyait à quel moment ça décroche dans sa tête, ou ça accroche à quelque chose. Donc, je dirais que la construction des plans, c'est pas tellement du découpage, parce qu'on faisait des plans longs, mais qu'il fallait des gestes. J'ai l'impression, maintenant, que mon travail, finalement, de faire des films, c'est de proposer des gestes. Je suis assez amoureux des gestes. Je crois que j'aime de plus en plus la danse, à vrai dire. C'est ce qui est... Et donc, de trouver des gestes. Paf, clac, il tombe. Clac, bon, juste des choses. Des skis tombent. Tu trouves, voilà, des gestes qui font qu'après, ça peut aller par là, par là, par là, par là. Et sur le montage. Et du coup, au montage... Et dans ce film plus qu'un autre, ce sentiment qu'on retrouve encore une fois dans le texte initial, mais de boucle au pluriel. Et alors, ça, est-ce que, à t'écouter, je me pose la question, parce que je me dis qu'effectivement, ce geste d'imagination globale dont tu parles, est-ce que ça t'autorisait effectivement à tout imaginer, donc une grande liberté, ou au contraire, un grand doute quand même, parce que nous, spectateurs, spectatrices, il faut qu'on comprenne cette histoire à peu près, même si on peut se raconter ce que l'on veut. Et donc, j'imagine qu'on doit passer dans ce montage aussi beaucoup de doutes peut-être sur le fait de revenir, de jouer justement sur cet espace-temps en permanence. Ça doit être quand même assez compliqué. C'est un peu ça, ce dosage où moi, me dis, on va mettre plus de voix. J'ai envie de partager plus, je veux que ça soit clair. Mais moi, je voudrais le refaire, le film, si tu veux. Et c'est pour ça que tu fais d'autres films après. Et là, celui-là que je suis en train... Là, pendant que vous étiez en train de regarder le film, moi, j'étais à ton bureau, en train de gratter le prochain, là. Et je vois que c'est encore des histoires de projection, mais je me dis, non, je veux... On a tout essayé. On ne pouvait pas savoir, par exemple, que ça allait commencer le film par le jeu de memory avec les polaroïdes. Mais ce plan s'est imposé à François Gédigier, le monteur, comme plan d'ouverture. C'est un peu comme dans Cléo de 5 à 7, finalement, où ça commence par le tarot. Mais ça aussi, c'est un hasard total. C'est par Boccarne qui... la première chose qu'on devait faire, c'était faire vivre le passé de cette famille. La vraie, hein, donc avec les petits-enfants. Donc, Arié, Vicky et les deux petits-enfants, ils ont passé comme ça un jour dans la maison, avant le tournage, et on a fait des photos de leur vie. Et eux se prenaient en photo aussi. Et Christophe, le chef opérateur, prenait des photos. Et il a un vieux Polaroid. Et puis après, il prenait les photos et puis il les mettait sur la table dehors, une table de jardin. Et puis, comme il est maniaque, il les disposait comme ça. Et puis, soudain, j'ai pensé au memory. Donc, c'est la manière dont Christophe avait déposé ses photos qui, tout d'un coup, a déclenché juste avant, en fait, la scène où elle parle toute seule, où elle fait les dialogues de tous les personnages toute seule avec le jeu, c'était une scène qui devait se tourner dans la cuisine en réel, avec les enfants, chacun disant « Et maman, elle va pas revenir, et si on vendait la maison ?» Voilà, ça devait être ça. Mais c'est là où je m'étais rendu compte, on n'en a plus rien à foutre de ces projections-là. C'est bon, on a compris. Maintenant, on veut s'approcher d'elle. On veut être que avec elle. Donc, on a senti ça avec Vicky.
Donc c'est le matin, je lui ai dit, donc voilà, on a fait comme ça. Donc tout était possible, ça c'est vrai. Tout était absolument possible, voilà, dans la mesure du temps que tu peux donner pour que ce soit concrètement faisable pour l'équipe. Voilà. Et on pense beaucoup aux spectateurs par rapport à ça, à la compréhension. Spectateurs, de toute façon, oui, tu l'es. Grâce à cette histoire de montage en 3 fois, ah ben ça, tu l'es. Peut-être, dernière petite chose, Mathieu. Moi, j'ai vu que le scénario, en tout cas à un moment, ça s'est appelé Serre moins fort. Et le film s'appelle Serre-moi fort. Est-ce que tu peux nous dire quelque chose là-dessus? Oui. Je reviens de loin, qui est donc le titre. J'avais l'impression que ça. Voilà, je ne sais pas. C'est les chansons, ça. J'aime beaucoup moi, je prends beaucoup les chansons. Donc c'est évidemment La nage indienne d'Étienne Dao. Hein. Serre-moi fort. Si ton corps se fait plus léger, je pourrais nous sauver, parce que c'est comme ça une sorte de noyade, et qui devient à la fin, serre moins fort, si ton cœur se fait plus léger, je pourrais me sauver. Et donc c'était ce mélange entre ce qu'il y avait d'insupportable pour elle de continuer à les aimer, c'est-à-dire serre moins fort, que je vous oublie, que cet étau s'arrête. Donc c'est pour ça, c'était ce double mouvement où tu veux oublier que ça sert moins fort pour que mon cœur soit plus léger. Et on est resté au premier degré, voilà. Mais moins aller mal avec le film, je sais pas, voilà, c'est comme ça que. Mais on n'a pas mis de tiret pour que les mots soient. C'est pas serre-moi fort, c'est serre-moi fort. Comme ça, c'est 3 trucs isolés, quoi. Je crois qu'on peut finir là-dessus. Oh, Merci beaucoup, Mathieu. Ça va pas être fini parce que.